Au centre du XXe siècle, le continent européen fut pris au piège d'une guerre totale qui dépassait tout calcul antérieur. L'Allemagne, qui avait entamé le conflit avec confiance dans ses méthodes d'attaque rapide, se vit bientôt contrainte de soutenir une lutte beaucoup plus longue que ce que ses dirigeants avaient imaginé. Les campagnes s'éternisèrent et l'armée fut soumise à un rythme qu'elle ne pouvait maintenir. Des millions d'hommes furent mobilisés et envoyés à des batailles qui se multipliaient sans répit, avec des commandements qui continuaient d'exiger des sacrifices même lorsque la défaite était évidente. La machine militaire se consuma dans des marches interminables et des affrontements où la survie individuelle avait à peine sa place. La population civile fut également entraînée dans un effort sans précédent, tandis que la direction politique insistait pour maintenir la guerre jusqu'au dernier jour. Le résultat fut un coup humain de dimensions difficiles à appréhender. Qu'est-ce qui a exactement provoqué tant de morts et pourquoi presque tous ont-ils disparu? Blitzkrieg, l'illusion qui a tué des milliers. Lorsque l'armée allemande franchit les frontières de la Pologne en septembre 1939, de nombreux officiers supérieurs ignoraient encore qu'ils entamaient une guerre qui briserait toutes les structures antérieures. L'offensive fut présentée comme un parfait exemple de rapidité, de précision et de modernité, mais elle manquait en réalité de planification solide et de manuels clairs pour guider les opérations. Les décisions étaient prises au fur et à mesure, et elles fonctionnèrent parce que l'ennemi s'effondra rapidement, non grâce à une stratégie développée à long terme. Dans les premiers jours, les commandements allemands remarquèrent que les Polonais ne pouvaient pas tenir des positions fixes, ce qui donna l'impression que la mobilité était la clé définitive du succès. Les colonnes blindées avançaient à grande vitesse, tandis que l'aviation détruisait les routes, les dépôts et les communications. Cependant, derrière cette image de puissance, les officiers savaient que l'appareil logistique n'était pas préparé pour une guerre prolongée. En réalité, l'offensive contre la Pologne fut un essai qui réussit mieux que prévu parce que l'ennemi était mal équipé et mal distribué. Au fil des jours, le haut commandement allemand commença à considérer cette victoire comme un modèle. Le résultat fut que lorsque l'ordre d'envahir la France arriva, aucune campagne solide ne fut conçue, mais une copie hâtive de ce qui avait été fait quelques semaines auparavant. Les divisions blindées reçurent plus d'importance, bien qu'il n'existât pas de doctrine claire sur leur utilisation à long terme. L'attaque à l'ouest commença en mai 1940. Les unités blindées avancèrent à travers les Ardennes, une zone que les Français croyaient inaccessible aux forces mécanisées. La surprise fut totale. En quelques jours, les chars traversèrent la Meuse, brisèrent la défense ennemie et avancèrent sans attendre le gros de l'infanterie. Cette décision fut prise sur le vif, sans coordination ni prévision logistique. Les commandants sur le terrain prenaient des décisions tactiques qui se transformaient en opérations stratégiques sans que personne à Berlin ne les planifiait. À ce moment-là, la presse allemande commença à utiliser le terme « Blitzkrieg », comme s'il s'agissait d'une théorie définie. En réalité, c'était une invention journalistique qui cherchait à donner un nom accrocheur à une victoire inattendue. Beaucoup de généraux, loin d'accepter cette étiquette, critiquaient l'improvisation constante et l'absence d'une véritable préparation. Les unités blindées se retrouvaient fréquemment sans carburant, sans couverture aérienne et sans soutien logistique, mais l'ennemi s'effondrait si rapidement que ses lacunes passaient inaperçues. À mesure que les avancées s'accéléraient, les problèmes structurels étaient ignorés. On parlait d'un nouveau type de guerre basé sur la vitesse, sans front défini, mais le fait est que l'armée ne disposait ni de manuel ni d'école qui soutiendraient un tel concept. Chaque commandant improvisait selon la situation. En France, la chance joua à nouveau en faveur des attaquants. Le commandement français mit des jours à réagir et, lorsqu'il voulut contre-attaquer, les communications étaient déjà coupées. Les divisions allemandes avançaient sans coordination générale, mais rencontraient peu ou pas de résistance. La chute de la France en 6 semaines fut interprétée par beaucoup comme la preuve que le modèle était infaillible. En réalité, ce fut le résultat de décisions risquées prises sous pression, qui ne fonctionnèrent que parce que l'ennemi commit des erreurs encore plus grandes. Les lignes d'approvisionnement étaient trop longues et les véhicules étaient souvent perdus par manque de carburant. À plusieurs reprises, les commandants de chars décidèrent de s'arrêter parce qu'ils n'avaient ni munitions ni ordre.
Malgré tout, les succès étaient si rapides que Hitler et le haut commandement crurent avoir découvert une formule définitive. Cette croyance devint une doctrine sans fondement. Les structures logistiques ne furent pas ajustées et le système de communication ne fut pas modernisé. On assuma que les prochaines campagnes suivraient le même modèle. L'armée fut réorganisée pour répéter ce qui avait bien fonctionné, non pour se préparer à des scénarios différents. La priorité de l'artillerie lourde fut réduite et plus de pouvoir fut donné aux unités mobiles, même si celles-ci opéraient souvent sans coordination avec l'infanterie. La campagne contre la France laissa une fausse image d'invincibilité. Les enregistrements internes montrent que plusieurs généraux avertissaient des risques de faire confiance à la vitesse sans sécuriser l'approvisionnement. Mais ces voix furent ignorées. On croyait que le succès résidait dans l'élan initial, dans le fait de désorganiser l'ennemi durant les premiers jours, et qu'ensuite tout se résoudrait de soi-même. Cette mentalité devint la norme. Les réserves ne furent pas renforcées, ni les ressources stockées pour de longues campagnes. La structure de l'armée fut modelée pour répéter une formule qui n'avait fonctionné que grâce aux conditions exceptionnelles du moment. Lorsque l'opération à l'ouest se termina, beaucoup d'officiers savaient qu'ils ne pourraient pas maintenir ce rythme s'ils affrontaient un ennemi qui résisterait plus longtemps. Cependant, le mythe du Blitzkrieg était déjà installé. Il était enseigné dans les académies comme s'il s'agissait d'un modèle consolidé, alors qu'en réalité il n'avait jamais été planifié. Les erreurs furent maquillées et les rapports critiques furent archivés. Dans les semaines qui suivirent à la victoire, Hitler prit des décisions stratégiques en croyant que toutes les guerres futures suivraient le même modèle. Cela affecta directement la préparation pour l'opération Barbarossa. Au lieu de renforcer les lignes d'approvisionnement, on renforça les unités mobiles. Au lieu de concevoir des plans pour l'hiver, on planifia une victoire rapide. Tout était basé sur l'illusion qu'une nouvelle guerre éclair pourrait désintégrer toute résistance. Mais le cas de la Pologne et de la France ne se reproduirait pas. Les Soviétiques ne s'effondreraient pas en semaines, ni ne permettraient une avance sans réponse. L'armée allemande arriva en 1941 sans une structure prête pour la durée, le climat ou la profondeur du front oriental. Les décisions prises après les campagnes initiales transformèrent une improvisation en norme. Cette illusion mena des milliers de soldats à s'enfoncer au-delà des limites logistiques, sans aucune préparation pour faire face à la paralysie, et avec une organisation opérationnelle construite sur un modèle qui n'exista jamais réellement. La tyrannie du haut commandement, quand se rendre était interdit. Dès le début de l'invasion de l'Union soviétique, les ordres arrivant du sommet du régime allemand indiquaient clairement que reculer n'était pas une option. Au fil des mois, cette consigne se transforma en une règle de fer qui interdisait tout repli volontaire. Dans chaque coin du front oriental, les commandements intermédiaires recevaient des instructions directes de tenir ferme, quelles que soient les conditions du terrain, le nombre de pertes ou le manque de ravitaillement, et cette ligne fut maintenue jusqu'à la fin. Ce qui commença comme une mesure de pression pour gagner du temps devint une obligation imposée à tous les niveaux, où tout doute sur la résistance était sévèrement puni. Les premiers signes de cette approche apparurent lors des premiers affrontements sur le sol soviétique, lorsque la contre-offensive ennemie réussit à isoler plusieurs unités allemandes. Au lieu de leur permettre de se retirer pour se regrouper, l'ordre leur fut donné de rester sur leur position, encerclés et sans renfort. Ce type de décision se répéta maintes et maintes fois, même lorsque le haut commandement savait que le résultat était la destruction de divisions entières. Le discours officiel insistait sur le fait que toute retraite équivalait à une trahison, et sous ce prétexte, des dizaines d'officiers qui tentèrent de sauver leurs hommes d'un massacre certain furent exécutés. La résistance à tout repli s'intensifia lorsqu'il devint clair que la guerre ne serait pas rapide. Au lieu de modifier la stratégie, Hitler renforça sa vision personnelle du conflit comme une lutte de volonté, où l'important n'était pas la position sur la carte, mais la capacité de tenir jusqu'à la limite. Cette idée ne s'appliqua pas seulement aux troupes sur le front, mais aussi aux officiers à l'arrière, qui devaient transmettre cette même logique à tous les niveaux, même lorsque les conditions étaient insoutenables. Ainsi, des centaines de messages quotidiens arrivaient aux unités encerclées, avec des phrases courtes telles que « pas un pas en arrière » ou « tenez jusqu'à la limite ». La défaite de Stalingrad n'entraîna pas une révision de la stratégie, mais le contraire. Le commandement transforma cet échec en justification pour durcir encore plus la consigne de résister. Au lieu d'analyser les causes du désastre, l'idée s'imposa que la seule issue était de toujours tenir,
quel qu'en soit le coût. Dès lors, les ordres furent transmis avec un ton encore plus agressif, où l'essentiel n'était pas de conserver les forces ni le territoire, mais de faire preuve d'obéissance absolue. Cette politique fut maintenue même lorsque l'ennemi surpassait largement les forces allemandes. Au lieu de s'adapter au nouveau scénario, le régime intensifia sa pression interne, envoyant des commissaires politiques, des tribunaux improvisés et des patrouilles spéciales chargées d'arrêter tout signe de désobéissance. La lutte se déplaça du champ de bataille à l'intérieur même de l'armée, où de nombreux soldats craignaient plus leurs supérieurs que l'ennemi. Les ordres étaient communiqués avec un langage dur et sans nuance, indiquant clairement que quiconque ne s'y conformerait pas serait éliminé. Le message était direct. Soit tu tenais jusqu'à la limite, soit tu disparaissais sous des accusations de lâcheté. Dans de nombreux secteurs du front oriental, en particulier dans des régions boisées ou des vallées sans importance opérationnelle, les unités allemandes restaient stationnées pendant des semaines sans objectif défini. Bien que le terrain manquât de valeur stratégique, les ordres exigeaient de maintenir la position à tout prix. Les conditions empiraient chaque jour, mais aucun mouvement n'était permis. Les routes de retraite étaient bloquées par la neige, la boue ou les mines, et les communications étaient coupées pendant des journées entières. Certains détachements étaient abandonnés sans recevoir de renforts ni de vivres, isolés par des décisions prises loin du champ de bataille. Quand les nouvelles arrivaient au quartier général, il était déjà trop tard. Les régiments avaient cessé d'exister, balayés par la pression ennemie ou détruits par l'usure. Cette dynamique se répéta sans exception, des cols montagneux des Balkans jusqu'aux forêts glacées du Nord, où le temps s'épuisait sans que personne ne remette en question les ordres. L'usure accumulée n'affecta pas seulement les simples soldats. Les officiers intermédiaires, qui devaient exécuter ces ordres impossibles, commencèrent à flancher. Certains tentèrent d'agir avec discrétion, organisant des retraites secrètes pour sauver ce qui restait de leurs unités, mais lorsqu'ils étaient découverts, ils étaient jugés immédiatement. Ils n'étaient pas autorisés à expliquer la situation, ni à défendre leurs décisions. Les tribunaux militaires fonctionnaient rapidement, rendaient des condamnations sommaires et, dans de nombreux cas, appliquaient la peine maximale devant leurs propres hommes, afin de bien faire comprendre ce qui arrivait à ceux qui désobéissaient. Tout au long du conflit, l'idée de tenir ferme à tout prix se transforma en un piège constant. Même si les forces ennemies avançaient de tous les côtés, les ordres étaient de continuer à défendre des localités sans fonction tactique. Les soldats recevaient des instructions directes de ne pas abandonner leur position, même lorsque l'effondrement était imminent. Ce mandat se répétait également dans les zones urbaines, où les civils restaient piégés sans issue. La situation de la population n'était pas prise en compte. La seule chose qui importait était d'éviter toute mention de cesser le combat. Dans la phase finale du conflit, cette logique devint plus violente. Les unités qui tentaient d'ouvrir des couloirs pour évacuer les blessés ou les civils étaient accusées de trahison. Beaucoup d'officiers furent exécutés pour avoir agi sans permission, même lorsque leurs actions visaient à sauver des vies. En même temps, des groupes spéciaux furent créés pour surveiller les propres troupes, avec la tâche de dénoncer toute tentative de retraite. Ce contrôle devint si strict que les soldats ne savaient plus s'ils devaient craindre davantage l'ennemi ou leur propre chef. Sur de nombreux fronts, l'effondrement ne vint pas seulement des pertes, mais de la démoralisation interne. Roumanie et Hongrie, les alliés que Berlin a laissés mourir. À l'été 1942, tandis que la machine allemande se dirigeait vers le fleuve Don, les armées de la Roumanie et de la Hongrie reçurent l'ordre d'occuper de vastes secteurs du front oriental. Le commandement de Berlin les plaça en tant que tampon entre le gros des forces allemandes et les lignes soviétiques, convaincus qu'ils pourraient résister. La décision ne se basait pas sur la capacité réelle de ces troupes, mais sur la nécessité de libérer des divisions allemandes pour l'offensive principale. Les soldats roumains furent déployés au sud de Stalingrad, tandis que les Hongrois occupèrent des positions plus au nord. Dès le début, la différence en armement, entraînement et morale était évidente, mais l'ordre était clair. Ils devaient tenir la ligne comme s'ils étaient des unités du même niveau que les divisions allemandes. Les Roumains arrivèrent au front avec des uniformes détériorés, des armes obsolètes et une artillerie insuffisante. Ils ne disposaient pas de véhicules blindés modernes et n'avaient qu'à peine de contact opérationnel avec l'aviation allemande. Malgré cela,
Les rapports envoyés depuis Berlin affirmaient qu'ils étaient en mesure de remplir leur mission. Les Hongrois, avec plus d'effectifs, rencontraient des lacunes similaires. Leurs chars de combat ne pouvaient pas rivaliser avec les Soviétiques et l'instruction de leurs troupes était limitée. Le manque de moyens, ajouté à une organisation fragmentée, laissait les deux armées dans une situation précaire. Pendant ce temps, le haut commandement allemand redoublait ses efforts à Stalingrad sans réviser les conditions réelles sur les flancs. Ce qui devait servir de confinement fut réduit à une présence symbolique, mal équipée et sans soutien. Durant les premières semaines, les lignes roumaines et hongroises se maintinrent stables grâce au calme relatif du front. Cependant, les Soviétiques observaient ces positions avec attention et attendaient le moment opportun pour frapper. Dans les camps roumains, les soldats souffraient du manque de ravitaillement avec des rations rares et des équipements divers insuffisants. Beaucoup se couvraient de couvertures improvisées tout en surveillant des tranchées mal construites. Les officiers envoyaient des demandes urgentes de renforts et d'armement, mais les réponses mettaient des semaines à arriver, et quand elles le faisaient, elles consistaient à peine en des promesses ou des envois minimes. Parallèlement, les Hongrois recevaient à des ordres contradictoires, devant tenir des secteurs trop vastes avec des unités dispersées et mal communiquées. À l'automne de cette même année, les préparatifs soviétiques s'intensifièrent. La Stavka avait décidé que les lignes roumaines et hongroises seraient le point faible par où lancer la contre-offensive qui encerclerait la 6e armée allemande à Stalingrad. Pendant ce temps, les Allemands restaient occupés par les combats urbains, sans prêter attention aux rapports de renseignement qui avertissaient du danger sur les flancs. Les commandants roumains insistaient sur le fait que leur position était insoutenable sans soutien blindé, mais à Berlin la réponse fut catégorique. Ils devaient résister. Hitler n'acceptait pas de remise en question et considérait toute tentative de recul comme un acte de lâcheté. Ainsi, les divisions de l'Axe restèrent figées sur le terrain sans capacité de manœuvre. Le 19 novembre 1942, les Soviétiques lancèrent l'opération Uranus. À l'aube, une préparation d'artillerie massive secoua les tranchées roumaines. En quelques minutes, des milliers de projectiles rasèrent leur position et l'infanterie soviétique avança suivie par des brigades de chars. Les défenseurs roumains ne disposaient que de canons anti-chars, beaucoup d'entre eux de calibre insuffisant pour pénétrer le blindage des T-34. La résistance initiale s'effondra en l'espace de quelques heures. Des compagnies entières furent détruites sans pouvoir riposter et les communications furent interrompues. L'offensive soviétique se propagea rapidement et les divisions hongroises, situées plus au nord, reçurent l'impact peu après. Tout comme leurs voisins, elles manquaient d'armes modernes et furent balayées avec la même facilité. En l'espace de quelques jours, les lignes roumaines et hongroises s'effondrèrent. Des milliers de soldats tentèrent de se retirer de manière chaotique, tandis que d'autres étaient capturés en masse. La 6e armée allemande fut encerclée à Stalingrad, précisément parce que les flancs avaient été tenus par des forces alliées incapables de résister. Les rapports du front racontaient des scènes de débandade, avec des colonnes entières de Roumains marchant sans but, cherchant à échapper à l'encerclement soviétique. Les officiers allemands les accusaient de lâcheté, mais en réalité, ils avaient été envoyés dans une mission impossible. Avec des armes obsolètes et sans renfort, leur défaite était assurée dès l'instant où cette tâche leur fut assignée. L'abandon des Alliés ne se termina pas à Stalingrad. En janvier 1943, les divisions hongroises déployées sur le Don subirent un coup similaire. L'armée rouge lança une offensive contre leur position et en quelques jours les Hongrois furent anéantis. On estime que plus de la moitié de leur contingent sur le front oriental disparut en l'espace de quelques semaines, morts, blessés ou prisonniers. L'ampleur des pertes fut si grande que l'armée hongroise ne s'en remit jamais. Les lettres envoyées par les survivants décrivaient un panorama d'abandon, avec des soldats sans nourriture, sans munitions et sans ordre clair, résistant jusqu'à être anéantis. À Berlin, les nouvelles de la destruction des armées roumaines et hongroises furent accueillies avec froideur. Pour Hitler, ces forces n'avaient fait que remplir leur fonction de couvrir les flancs pendant que les Allemands attaquaient à Stalingrad. Leur sacrifice était vu comme un prix nécessaire. Il n'y eut pas de tentative sérieuse de les renforcer avant leur effondrement, ni d'évacuer ceux qui restaient piégés. Cette indifférence engendra un profond ressentiment à Bucarest et Budapest, où les gouvernements commencèrent à remettre en question leur alliance avec le Reich. Cependant,
Pour les troupes qui étaient restées enterrées dans la steppe russe, ces tensions diplomatiques ne signifiaient plus rien. Elles avaient été envoyées mourir en silence. Les témoignages recueillis après la guerre confirment le sentiment d'abandon. Des soldats roumains racontaient comment on leur avait promis un soutien aérien qui ne vint jamais, et comment on leur avait ordonné de tenir la ligne jusqu'à ce que ce soit physiquement impossible. Les Hongrois décrivaient des journées entières à lutter contre des chars avec des fusils inefficaces, jusqu'à ce que leurs unités se désagrègent complètement. Dans les deux cas, la sensation était la même. Ils avaient été traités comme de la chair à canon pour protéger les divisions allemandes. Ni leurs pertes, ni leurs efforts ne furent reconnus. Dans les rapports officiels, leur sacrifice occupait à peine quelques lignes. La conséquence directe de cette politique fut la détérioration irréversible de la relation entre Berlin et ses alliés. À partir de 1943, les gouvernements de Roumanie et de la Hongrie commencèrent à reconsidérer leur rôle au sein de l'Axe. Le manque de soutien pendant les offensives soviétiques, ajouté au sacrifice inutile de leurs troupes, fut considéré comme une trahison déguisée. À Bucarest et Budapest, les cercles militaires et diplomatiques commencèrent à explorer des contacts discrets avec des puissances neutres ou même avec les ennemis du Reich. Les défaites sur le Don et à Stalingrad signifièrent non seulement un revers sur le champ de bataille, mais aussi un point de rupture dans la confiance stratégique. Berlin avait clairement indiqué que ses alliés étaient sacrifiables. À partir de ce moment, l'engagement envers l'effort de guerre allemand fut affaibli, et la possibilité de rompre l'alliance commença à prendre forme au sein des cercles du pouvoir. Hiver russe, quand l'ennemi était le climat. L'avance vers Moscou semblait ferme, mais tout changea lorsque l'automne disparut. À mesure que la boue gelait, des milliers de soldats allemands découvrirent que le plus grand obstacle n'était pas les combats, mais le froid. Il n'y eut aucune préparation adéquate ni de vêtements chauds suffisants. Les manteaux épais, les bonnets en laine et les bottes doublées se faisaient rares, tandis que la température baissait à des niveaux inconnus pour ceux qui venaient de l'Ouest. Les moteurs cessaient de fonctionner, les huiles durcissaient, les armes s'enrayaient, et les hommes restaient immobiles à cause de la glace qui s'immisçait dans leurs os. Sur ces plaines ouvertes, les détachements restaient paralysés, sans abri réel. Ils creusaient avec leurs mains gelées dans la terre glacée, essayant de faire des tranchées, où ils passaient les nuits à trembler. Certains ne se réveillèrent pas. Les pertes n'étaient plus dues à des tirs croisés ni à l'artillerie, mais à des pneumonies, des pieds gangrenés ou des corps qui cédaient simplement face à un climat qui ne pardonnait pas. Dans la zone de Kalinin, près du front central, les unités dormaient avec les fusils sous leur corps pour éviter qu'ils ne gèlent. Il était fréquent qu'ils se cassent en essayant de tirer. Il n'y avait pas assez de carburant pour maintenir les véhicules en marche ni pour chauffer les abris. Certains tentaient de faire du feu avec des meubles brisés provenant de villages vides, mais la fumée les trahissait. Chaque feu de bois pouvait attirer des bombardements. Ainsi, beaucoup choisissaient de résister au froid sans feu. Les rapports officiels ne reconnaissaient pas ces morts comme tombés au combat. Le haut commandement parlait de pertes par épuisement ou de maladies respiratoires, bien que les soldats savaient qu'ils mouraient de froid. Les rations arrivaient dures comme de la pierre, le pain devait être brisé avec la crosse du fusil, et les ragoûts se transformaient en blocs glacés avant d'atteindre les tranchées. Certains gardaient les boîtes de conserve entre la poitrine et la chemise pendant des heures, juste pour pouvoir les ouvrir. Dans de nombreux secteurs, les chevaux ne résistèrent pas et moururent en masse. Certains furent dévorés par les troupes elles-mêmes. Il n'y avait pas de transport alternatif. Les mules ne pouvaient pas marcher sur la glace. Les roues s'enfonçaient, les bottes à semelles de cuir durcissaient et glissaient, le givre entrait par les chevilles. Il n'y avait pas de pièces de rechange. Les soldats utilisaient de vieux chiffons, des journaux ou des peaux arrachées à des ennemis tombés. Le courrier cessa de circuler, les lettres n'arrivaient pas, il n'y avait pas de nouvelles de la maison. Personne ne savait si les leurs étaient encore en vie. Les poêles ne fonctionnaient pas et les générateurs s'effondraient. Les radios s'éteignaient. Les ordres arrivaient tard ou n'arrivaient pas. Les officiers commençaient aussi à disparaître, avalés par une neige qui ne faiblissait pas. Dans la région de Toula, les corps des soldats qui n'avaient jamais atteint le front s'accumulaient. Ils mouraient en marchant. Certains tombèrent la tête la première dans la neige et restaient là, immobiles, comme des statues. Il n'y eut ni cérémonie ni enterrement. Ils se figèrent si vite que leurs yeux restèrent ouverts.
La neige les recouvrit peu à peu. Les patrouilles trouvèrent des corps, grenades encore attachées à la ceinture, mains sur fusil, sacs à dos fermés. Personne n'eut le temps de les ramasser. Ceux qui restèrent debout évitèrent de regarder. Ils savaient que leur tour viendrait bientôt. Les Russes, habitués au climat, avançaient sans s'arrêter. Ils avaient des uniformes adéquats, des sous-vêtements thermiques, des bottes en feutre, un double manteau, des bonnets à cache-oreilles. Ils utilisaient des skis et des traîneaux. Ils savaient quand se déplacer et quand ne pas le faire. Pendant ce temps, les Allemands se retrouvaient isolés sans ligne de soutien ni route dégagée. Les camions ne pouvaient pas traverser les chemins gelés. Des convois étaient organisés, mais ils n'arrivèrent pas. Les ambulances restaient embourbées, les blessés mouraient de froid avant de mourir de leurs blessures. Les pansements adhéraient à la peau, les brancards se transformaient en blocs de glace. Aux abords de Moscou, les abris improvisés s'effondraient. Il n'y avait pas assez de bois. Certains utilisaient des portes arrachées à des maisons détruites. D'autres dormaient dans des grottes creusées sous la neige. Ils se relayaient pour respirer le peu d'air chaud qui restait à l'intérieur. Les mains devenaient noires, les oreilles tombaient, les doigts se cassaient. Des cris se faisaient entendre à l'aube, lorsqu'un de plus se réveillait sans main ou sans pied. Les médecins faisaient des amputations sans anesthésie. Ils utilisaient des couteaux qu'ils devaient d'abord chauffer pour couper. Il n'y avait pas d'antibiotiques. Les infections se propageaient. Les malades étaient abandonnés. Il n'y avait ni brancard, ni mule, ni temps. Quelques officiers tentèrent d'organiser des retraites tactiques, mais la situation l'en empêchait. Les routes étaient bloquées par la neige et les convois n'arrivaient jamais. Avec les lignes de ravitaillement disparues, il ne restait que des tranchées gelées, des soldats sans gants et des ennemis qui n'arrêtaient pas d'avancer. Au cours de cet hiver, les pertes allemandes dépassèrent les attentes, non pas par des offensives ni par un encerclement, mais parce que le climat, sans tirer une arme, tuait tout autant qu'une attaque. À mesure que les semaines passaient, les groupes devenaient isolés. Certaines unités passaient des jours sans contact avec le quartier général. Ceux qui tentèrent de revenir disparaissaient. Beaucoup moururent perdus dans le brouillard ou gelés pendant la marche nocturne. Les cartes étaient non mises à jour. Il n'y avait pas de repères. Tout était blanc. On ne distinguait pas le sol du ciel. Les lunettes s'embuaient, les boussoles cessaient de fonctionner. Les patrouilles ne revenaient pas. Le silence était total. On n'entendait que des pas, des craquements de neige et le vent soufflant sans pause. Sur le flanc nord, les divisions qui entouraient Leningrad souffrirent également. Les tentatives de briser l'encerclement furent interrompues par des tempêtes. Les champs de mines restèrent cachés. Personne ne pouvait avancer sans s'enfoncer. Les grenades rataient. Les armes tiraient toutes seules en chauffant. Certains gardèrent les balles sous le bras pour éviter qu'elles ne se cassent. Les canons se tordaient, les roues se fissuraient. L'acier craquait, la glace ne cédait pas. Les ordres continuaient d'arriver. Maintenir la position, tenir, ne pas céder de terrain. Mais il n'y avait plus à qui répondre. Les compagnies étaient presque vides. Les rapports étaient falsifiés. Les chiffres étaient gonflés. Personne ne voulait admettre qu'une brigade entière avait gelé. Dans le sud, vers Rostov, les rivières gelèrent et les ponts cessèrent de servir. On tenta de traverser sur la glace, mais de nombreux camions s'enfoncèrent, tandis que les barges restaient piégées et les bateaux se cassaient. Les ingénieurs improvisaient des passerelles avec des troncs qui ne résistaient pas. Ceux qui restaient piégés dans l'eau gelaient instantanément. Certains furent aperçus toujours debout, gelés à côté du gouvernail, sans qu'il y ait moyen de les secourir. D'autres tentèrent d'utiliser les cadavres comme barrière contre le vent, empilant les corps autour des campements. Les vivants dormaient au centre et se relayaient pour respirer de l'air tiède. Pendant ces mois, les cimetières disparurent parce qu'il n'y avait pas de temps pour creuser. Les corps s'alignaient le long des routes, parfois marqués de bâtons, d'autres fois simplement oubliés. Certains furent utilisés comme parapets lorsqu'il ne restait plus de sacs de sable et des murs de corps étaient construits. Les munitions manquaient, on tirait avec précaution, les grenades étaient comptées une par une et personne ne gaspillait une balle. Tout était lent, personne ne courait, personne ne parlait. Le climat dictait le rythme. À l'intérieur des villes prises, hiver russe, quand l'ennemi était le climat. L'avance vers Moscou semblait ferme, mais tout changea lorsque l'automne disparut. À mesure que la boue gelait, des milliers de soldats allemands découvrirent que le plus grand obstacle n'était pas les combats, mais le froid.
Il n'y eut aucune préparation adéquate ni de vêtements chauds suffisants. Les manteaux épais, les bonnets en laine et les bottes doublées se faisaient rares, tandis que la température baissait à des niveaux inconnus pour ceux qui venaient de l'Ouest. Les moteurs cessaient de fonctionner, les huiles durcissaient, les armes s'enrayaient, et les hommes restaient immobiles à cause de la glace qui s'immisçait dans leurs os. Sur ces plaines ouvertes, les détachements restaient paralysés, sans abri réel. Ils creusaient avec leurs mains gelées dans la terre glacée, essayant de faire des tranchées, où ils passaient les nuits à trembler. Certains ne se réveillèrent pas. Les pertes n'étaient plus dues à des tirs croisés ni à l'artillerie, mais à des pneumonies, des pieds gangrenés ou des corps qui cédaient simplement face à un climat qui ne pardonnait pas. Blocus mortel, mourir sans issue. Quand les troupes allemandes avancèrent vers Moscou en octobre 1941, le commandement soviétique décida de freiner leur progression en lançant de multiples unités de réserve sur la région de Smolensk, spécialement aux alentours de Vyazma et de Briansk. Ce qui ressemblait à une manœuvre défensive à plusieurs couches se transforma rapidement en un piège massif. Hitler avait donné la priorité absolue à l'encerclement dans cette zone, et les commandants allemands appliquèrent le même modèle enveloppant qui avait déjà réussi à Minsk et à Kiev. Le groupe d'armées centre, renforcé de nouveaux blindés, ferma les flancs avec rapidité. En à peine quelques jours, des milliers de soldats soviétiques furent piégés dans un espace de plus en plus réduit, sans couverture aérienne, sans réserve et sans accès à des ravitaillements stables. Le haut commandement allemand était confiant que cette manœuvre serait définitive. L'idée était de bloquer complètement les routes d'évasion vers l'Est avant que les soviétiques ne puissent désorganiser l'encerclement. Pendant ce temps, les colonnes de l'armée rouge, surprises par la vitesse du mouvement ennemi, tentaient de se regrouper dans la forêt, où l'artillerie et l'aviation allemande opéraient déjà en toute liberté. Dans les zones proches de Vyazma, les unités soviétiques se déplaçaient sans coordination ni leadership clair. À chaque tentative de rompre l'encerclement, les divisions allemandes répondaient par un feu serré qui désarticulait les colonnes en marche. Certains groupes marchèrent même pendant des jours sans trouver de route sûre, poursuivis par des patrouilles motorisées ou par des bombardements tactiques qui explosaient à quelques mètres du sol. La retraite devint chaotique et l'encerclement finit par se refermer complètement autour de plus d'un demi-million de soldats. Dans ces conditions, la seule issue était individuelle. Il ne s'agissait plus de résister en ligne ou de former une défense stable, mais de survivre comme on le pouvait. Les commandants soviétiques de la zone ne réussirent pas à établir de stratégie commune, et de nombreux officiers restèrent isolés avec de petits groupes. La situation ne s'améliora pas au fil des jours. Les communications furent perdues presque complètement. La faim commença à affaiblir les bataillons, et les nuits se remplissaient de cris, d'explosions et de coups de feu isolés qui résonnaient entre les arbres. Certains soldats enterrèrent les armes et rampaient entre les buissons pour traverser les lignes allemandes dans l'obscurité. D'autres se rendaient en groupe, levant des chiffons blancs sans savoir s'ils seraient entendus ou exécutés. La scène se répétait au sud et au nord de l'encerclement, où les troupes allemandes ramassaient des prisonniers en masse et les obligeaient à marcher entre des colonnes interminables jusqu'à des points de concentration avec à peine de la nourriture ou de l'eau. Ce qui se passa à Vyazma ne fut pas seulement une défaite. Ce fut un effondrement tactique total. Les commandants allemands signalèrent qu'ils avaient capturé plus de 300 000 soldats, ainsi que des milliers de véhicules, de canons et de documents. Les champs furent recouverts de débris, de cadavres et d'uniformes déchirés. Les officiers de l'armée rouge, qui réussirent à s'échapper, racontèrent que la retraite se transforma en un chaos absolu. Il n'y avait pas de carte, les ordres étaient contradictoires, et les routes étaient bloquées par des véhicules détruits. Le manque de coordination transforma la défense en une dissolution sans contrôle, où les commandants ne parvenaient pas à rassembler leurs hommes ni à établir de lignes de repli. Vyazma marqua un des points les plus hauts de la domination tactique allemande sur le front oriental, mais aussi le commencement d'un nouveau type de guerre, où l'encerclement n'était pas une exception, mais une menace constante. Ce même schéma se répéta 2 ans plus tard, mais dans des conditions très différentes. En janvier 1944, l'armée rouge lança une offensive sur le saillant de Korsun, en Ukraine centrale, où plusieurs divisions allemandes maintenaient des positions depuis des mois. Bien que l'encerclement fût plus réduit cette fois, l'impact fut également brutal. Staline exigea des résultats immédiats,
et les commandants soviétiques conçurent une opération à 2 fronts qui devait se refermer sur la ville depuis le nord et le sud. Les unités allemandes dans le saillant, encerclées par des forces supérieures en nombre et avec une logistique détériorée, furent piégées à grande vitesse. Cette fois, la Wehrmacht n'avait aucune marge de manœuvre. Le terrain boueux, les pluies d'hiver et le manque de carburant empêchèrent toute retraite organisée. Les véhicules restaient embourbés dans la boue, et les routes étaient impraticables pour les blindés. La situation devint critique en moins d'1 semaine. Les officiers allemands à Korsun comprennent qu'il n'y aurait pas d'aide immédiate de l'extérieur. Bien qu'il y eût une tentative d'organiser une percée de l'encerclement depuis l'ouest, les soviétiques bloquèrent tous les accès avec de l'artillerie lourde et des mines. À l'intérieur de l'encerclement, les soldats creusaient des tranchées improvisées avec des pelles, des baïonnettes ou même avec leurs mains. La neige trempait les manteaux. L'eau contaminée provoquait des maladies et les chevaux morts devenaient de la nourriture. Les combats se déroulaient à des mètres de distance, avec des mitrailleuses cachées entre les arbres et des francs-tireurs qui tiraient depuis des positions invisibles. Chaque tentative d'évasion se terminait dans un champ ouvert où l'aviation soviétique balayait les groupes en retraite. Pendant des jours, les rapports parlaient de colonnes entières désintégrées par le feu ennemi, sans possibilité de reculer ni de se maintenir en position. Quand finalement une percée fut autorisée, les soldats allemands tentèrent d'ouvrir le passage dans la nuit. Ils le firent par groupes isolés, traînant des blessés, chargeant des munitions sur le dos et traversant des ruisseaux gelés en silence. Le chemin de sortie était une bande étroite entre 2 collines, couverte de boue et surveillée par l'artillerie ennemie. Là se produisit une des scènes les plus désespérées de toute la campagne. Certains réussirent à traverser, d'autres restèrent piégés dans la boue ou tombèrent sous le feu croisé. Ceux qui sortirent de l'encerclement le firent sans armes, sans casque et sans unité reconnaissable. L'offensive soviétique à Korsun fut un coup démolisseur pour le moral allemand, non tant par le nombre de pertes que par l'évidence qu'il ne pouvait plus contrôler le rythme de la guerre. À partir de ce point, chaque encerclement devint une menace réelle pour toute unité qui serait isolée. L'encerclement cessa d'être une stratégie soviétique pour devenir une possibilité quotidienne. Ce qui unit Vyazma et Korsun ne fut pas seulement l'enfermement physique, mais la certitude qu'il n'y avait pas d'issue possible. Dans les 2 cas, les soldats piégés vécurent des jours où la seule décision était de savoir comment tomber, que ce fût sous le feu ennemi ou sous le froid sans refuge. Dans cette façon de mourir enfermé, la notion même de front s'évanouissait. Il n'y avait ni avance ni retraite, seulement une ligne de mort qui se refermait peu à peu jusqu'à effacer toute la carte. Prisonniers de l'Est, ceux qui survécurent pour mourir. Dès les premiers jours de l'attaque allemande contre l'Union soviétique, les soldats qui tombaient aux mains de l'ennemi savaient qu'ils avaient peu de chances de revoir leur pays. Beaucoup de ceux qui furent faits prisonniers au début furent directement abattus, et dans plusieurs zones du front oriental, on ne prenait même pas le temps de les transférer. Cependant, avec le temps et l'augmentation des captures, le système soviétique commença à organiser sa manière de retenir, de punir et d'utiliser ses hommes vaincus. Les colonnes de prisonniers avançaient escortées par des troupes soviétiques, où les retardataires ou ceux qui s'effondraient étaient écartés du chemin et dans la majorité des cas, simplement éliminés sans dire un mot. Certains étaient emmenés vers des camps improvisés près du front, où ils restaient pendant des semaines sans abri, jusqu'à ce que les wagons de transport soient disponibles, et d'autres étaient poussés à marcher pendant des jours sous surveillance, entre bousculades, cris et menaces. À mesure que les mois passaient, Moscou mit en place un système beaucoup plus structuré. Des installations furent créées dans différentes régions de l'intérieur, et les officiers étaient rapidement séparés du reste. La hiérarchie militaire allemande disparaissait à partir du moment où ils étaient capturés, et un simple sous-officier pouvait finir mélangé avec ceux qui avaient commandé des divisions entières. La classification était faite à la hâte, basée plus sur leur apparence que sur leur véritable fonction, et beaucoup tentaient de tromper les soviétiques pour éviter des représailles. Certains brûlaient leurs documents, d'autres feignaient de mal parler la langue ou se mêlaient à des unités étrangères pour ne pas être identifiés. Malgré cela, les commissaires de l'armée rouge agissaient souvent avec dureté quand ils suspectaient quelque chose. La majorité des capturés terminaient dans des trains en direction de régions éloignées, et de là ils étaient envoyés à des camps de travail où la nourriture manquait,
Le froid transperçait tout et les maladies se propageaient sans contrôle. Le système ne distinguait pas entre les combattants conventionnels et les recrues inexpérimentés. Des simples soldats aux membres du personnel médical ou de l'intendance, ils étaient entassés dans des baraquements où ils tenaient à peine, sans vêtements adéquats et avec une nourriture qui ne couvrait pas les besoins minimaux. En hiver, le nombre de morts augmentait sans trêve, et rien que dans les camps de 1942, le nombre de décès par jour dépassa les 300 dans certains secteurs. Malgré cela, les autorités soviétiques maintenaient l'ordre de continuer à les utiliser comme main-d'œuvre dans les mines, les usines ou les projets de reconstruction. La plupart des prisonniers n'avaient aucune idée du temps qu'ils passeraient là, et très peu savaient même que la guerre avait pris fin quand ceci arriva. Ils étaient fréquemment transférés, et beaucoup mouraient avant d'atteindre leur destination. Durant les dernières années du conflit et les premières de l'après-guerre, les interrogatoires devinrent une partie habituelle du processus. Les soviétiques cherchaient des informations sur les routes, les commandements et la structure interne des unités allemandes, et certains hommes étaient torturés ou menacés pour parler. D'autres étaient simplement isolés pendant des jours sans contact avec personne. Ceux qui collaboraient bénéficiaient d'une légère amélioration de traitement, bien que ce ne fût pas toujours suffisant pour garantir leur vie. Ceux qui refusaient ou étaient considérés suspects pouvaient disparaître du jour au lendemain. Les soviétiques mirent également en place un processus de rééducation dans plusieurs camps, où des sessions collectives étaient organisées pour exposer les crimes du régime nazi et justifier la guerre comme une réponse nécessaire. Là, certains soldats commencèrent à se montrer soumis envers leurs geôliers par simple survie, tandis que d'autres étaient sélectionnés pour former des groupes spéciaux destinés à être rapatriés à l'avenir, bien qu'avec des conditions strictes. Avec la fin du conflit, beaucoup de ceux qui étaient en captivité pensèrent qu'ils seraient renvoyés chez eux en peu de temps. Cependant, les soviétiques ne montrèrent aucune intention de les libérer en masse. Des milliers d'entre eux continuèrent d'être enfermés pendant des années, et plusieurs furent transférés vers d'autres endroits encore plus éloignés, où des camps étaient maintenus entourés de barbelés, avec une surveillance permanente et sans contact extérieur. La correspondance était contrôlée et de nombreux membres de la famille ne surent pas que leurs fils, pères ou frères étaient toujours en vie avant bien plus tard. Dans les archives du système pénitentiaire soviétique, une partie importante des registres était incomplète ou directement falsifiée, ce qui rendait difficile tout type de suivi depuis l'extérieur. Seuls quelques organismes humanitaires purent entrer en contact avec eux, mais leurs rapports étaient partiels et ils n'étaient presque jamais autorisés à inspecter les camps les plus éloignés. Entre les années 40 et le début des années 50, les Allemands captifs continuèrent à travailler forcément dans des conditions extrêmes. Certains étaient dans des mines de charbon du Donbass, d'autres furent envoyés à des projets de construction en Sibérie, et d'autres encore finirent par ouvrir des chemins ou construire des installations militaires dans des zones qui étaient auparavant des forêts. Les maladies comme la dysenterie, la pneumonie et le typhus décimaient les plus faibles, et ceux qui n'étaient pas capables de se tenir debout étaient souvent mis à l'écart, sans accès à un traitement ni à de l'aide. L'isolement, le manque de nouvelles et le temps qui passait brisaient la volonté de beaucoup. Certains tentèrent de s'échapper, bien que ceux qui étaient capturés ne fussent pas seulement punis avec plusieurs années de travail, mais étaient humiliés devant leurs compagnons pour servir d'exemple. En parallèle, Moscou commença à utiliser certains prisonniers comme propagande. À travers des programmes spéciaux, il sélectionnait quelques soldats pour les montrer à la presse comme des hommes réhabilités, avec un uniforme propre et des déclarations répétées. Ils étaient filmés en train de travailler ou de recevoir de la nourriture, tandis que des officiers soviétiques parlèrent de leur bon comportement. Cependant, la majorité restait loin de tout traitement humain. Les groupes les plus nombreux, surtout ceux qui n'avaient aucune compétence technique, étaient pris au piège dans un cycle sans fin où ils passaient d'un camp à un autre sans être libérés. Dans certains cas, les prisonniers arrivèrent à passer plus de 8 années détenus sans avoir reçu aucun jugement formel, ni avoir été accusés de crimes concrets. Ils étaient simplement considérés comme faisant partie d'un collectif ennemi, et en tant que tels, ils étaient retenus jusqu'à ce qu'il soit jugé opportun de les relâcher. Quand certains pays commencèrent à négocier des accords de rapatriement, les autorités soviétiques se montrèrent réticentes à libérer tout le monde. Le processus fut lent, plein d'obstacles bureaucratiques et d'entraves politiques.
Même quand les premières libérations devinrent effectives, beaucoup de ceux qui revenaient le faisaient avec des séquelles physiques irréversibles, avec des os déformés par le travail, avec la tuberculose ou avec des blessures mal guéries. En arrivant en territoire allemand, ils faisèrent face à un appareil administratif débordé, sans registre mis à jour ni protocole clair pour les réintégrer. Certains passèrent des semaines dans des centres de transit sans recevoir d'attention, et d'autres restèrent bloqués sans documents valides. Le système d'après-guerre n'était pas préparé à les recevoir, et beaucoup furent dirigés vers des bureaux sans ressources, où ils étaient traités comme un problème résiduel d'une guerre que tout le monde voulait oublier. Pour eux, la libération ne fut pas un retour au foyer, mais le début d'un nouveau limbe. Pendant des années, les rapports sur les conditions réelles de ces prisonniers restèrent cachés, et de nombreux noms n'apparurent jamais sur les listes de survivants. Ce n'est qu'après la chute du bloc soviétique que certaines archives furent ouvertes et que le destin de milliers d'hommes qui avaient été donnés pour morts put être retrouvé. Parmi eux, il y avait des cas de soldats qui n'avaient jamais mis les pieds dans un tribunal, qui n'eurent jamais de cellule individuelle ni d'officiers désignés, et qui disparurent simplement dans les rouages d'un système où le châtiment collectif était plus important que tout processus formel. C'est ainsi que se termina le chemin pour ceux qui ne moururent pas au combat, mais qui ne réussirent pas non plus à rentrer comme hommes libres. Mourir en croyant, comment la propagande mena au massacre. Alors que les troupes allemandes commençaient à subir des revers, la voie du pouvoir ne montra aucune fissure. Goebbels, depuis sa tribune, intensifia les messages d'unité et de sacrifice. À travers la radio, les actualités et les affiches qui remplissaient les rues, il était répété sans cesse que l'ennemi n'était pas une armée ordinaire, mais une menace existentielle qui détruirait tout s'il réussissait à avancer. Cette vision ne laissait aucune place au doute. Dans ce cadre, toute tentative de remise en question était censurée, et ceux qui montraient des signes de découragement étaient qualifiés de lâches, ou pire encore, de traîtres. Les phrases étaient directes, crues, sans ambiguïté. Il ne s'agissait pas de gagner une guerre, il s'agissait de sauver l'essence du pays, et pour y parvenir, le don de soi devait être total. Ainsi, alors que les fronts s'effondraient, la rhétorique ne cédait pas un millimètre. Au lieu de préparer la population à l'effondrement, on la poussait à continuer de croire que la salvation arriverait, même quand il ne restait plus de force ni de munitions. À mesure que les défaites s'accumulaient, le contenu des messages officiels changeait de ton, mais pas d'objectif. Ils ne parlaient plus d'avancée ni de conquête, mais de résistance héroïque, de la nécessité de se maintenir ferme tandis que l'ennemi s'approchait des villes. Les journaux cessaient de montrer des cartes et passaient à mettre en évidence des exemples de soldats qui préféraient mourir plutôt que de reculer. Des histoires de jeunes qui s'immolaient avec des grenades pour freiner une colonne ennemie, ou de femmes qui livrèrent leur foyer pour le transformer en un point de défense, étaient exaltées. Rien de tout cela n'était vérifié, mais ce n'était pas nécessaire non plus. La fonction n'était pas d'informer, elle était d'endurcir le moral. Même quand tout indiquait que le conflit était perdu, les communiqués officiels insistaient sur le fait que la victoire restait possible, et que celui qui pensait le contraire aidait l'ennemi de l'intérieur. L'obsession du contrôle des pensées atteignit des sommets lorsque le régime déclara que toute tentative de remettre en question les ordres du Führer équivalait à un sabotage. Obéir ne suffisait plus, il fallait désormais faire preuve d'enthousiasme. Les lettres arrivant au front étaient scrutées, les commentaires publics surveillés, et toute expression de scepticisme pouvait coûter la vie. De nombreux soldats, conscients de la situation réelle, choisirent de garder le silence, tandis que d'autres, davantage influencés par la propagande, insistèrent sur le fait que la reddition était un fantasme défaitiste. Cette fracture interne n'empêcha pas tous d'avancer dans la même direction. La pression ne venait pas seulement d'en haut, elle provenait aussi de camarades qui ne toléraient aucun doute. Ainsi, même ceux qui n'y croyaient plus finirent par se comporter comme s'ils y croyaient, poussés par la peur et la certitude qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Dans les derniers mois du conflit, alors que les fronts s'effondraient et que le chaos s'emparait des villes, l'appareil de persuasion se fit plus insistant. On ne parlait plus de possibles changements stratégiques ni d'alliances miraculeuses. Le message était désormais clair. Ils devaient se battre jusqu'au dernier moment, même au prix d'une mort inutile. Des tracts furent distribués affirmant que le Führer avait un plan secret, qu'une contre-offensive imparable allait être déclenchée à tout moment. Rien de tout cela ne se produisit, mais cette illusion maintint beaucoup sur leur position.
convaincus que leur rôle était de tenir encore un peu. Pendant ce temps, les chefs militaires savaient que ces paroles étaient vaines, seulement la nécessité de continuer à feindre le contrôle pendant que tout s'écroulait. L'utilisation des enfants et des personnes âgées dans la défense des villes fut l'une des conséquences les plus extrêmes de cette logique. Au lieu d'évacuer, on leur remettait une arme et on leur disait que leur contribution était décisive. De jeunes inexpérimentés étaient envoyés au front avec des promesses de gloire, sachant qu'ils seraient abattus en quelques minutes. Même ainsi, beaucoup acceptaient cette mission avec fierté, non par conviction, mais parce que tout autour d'eux leur avait fait croire que le courage se mesurait à la résistance et non à la survie. Cette pensée était le résultat direct d'années de discours, de films héroïques, de chansons qui parlaient d'éternité. Au moment où ils comprenaient la vérité, il était déjà trop tard. À ce stade, même ceux qui commençaient à douter continuaient d'agir comme des croyants. L'inertie était plus forte que la raison. Dans la capitale, alors que l'on entendait déjà le fracas des combats à quelques mètres, les haut-parleurs continuaient de diffuser des messages d'encouragement. On parlait de fidélité, de dons absolus, d'exemples historiques qui justifiaient le martyre. On rappelait des épisodes d'autres guerres où la fermeté avait sauvé les peuples. L'intention n'était pas d'informer, mais d'éviter l'effondrement psychologique. Tandis que les bâtiments s'écroulaient et que les civils couraient chercher refuge, la voix officielle ne cessait de répéter que tout dépendait de la volonté du peuple. Cette insistance ne pouvait pas freiner l'avance ennemie, mais elle parvenait à maintenir l'obéissance. Beaucoup de ceux qui combattaient dans les rues le faisaient sans savoir pourquoi, simplement parce que quelqu'un leur avait dit que c'était la seule option. Cette obéissance aveugle, cette foi construite à base de slogans, était le dernier recours du régime. Dans les zones isolées, loin des centres de commandement, le panorama n'était pas différent. Les bureaux locaux, sans instructions précises, continuaient de répliquer les communiqués du régime. Les habitants tentaient de s'organiser pour construire des défenses ou cacher des provisions, sans savoir si cela servait à quelque chose. La majorité ne comprenait pas la magnitude de l'effondrement, mais continuait d'agir comme s'il restait encore une opportunité. Même sans avoir rien, ils continuaient d'utiliser les expressions qu'ils entendaient depuis des années. Ils ne le faisaient pas par loyauté, mais par habitude. Dans un environnement où la désinformation avait supplanté la réalité, la seule chose qui restait était de répéter ce qui avait toujours été dit. Quand il ne restait plus d'espoir, les messages devinrent encore plus emphatiques. On parlait de l'héritage, du peuple, de résister par fierté. On affirmait que, même si tout se terminait, l'esprit ne s'éteindrait pas. Ces discours ne suscitaient plus d'enthousiasme, mais ils n'étaient pas non plus réfutés. Certains sont morts convaincus de faire partie d'une cause éternelle. D'autres savaient que ce n'était pas vrai, mais n'ont pas vu d'autre option. Dans les deux cas, la propagande avait atteint son objectif. Celui-ci ne consistait pas à obtenir la victoire, mais à faire en sorte que tous tombent en pensant qu'il valait encore la peine de lutter. Berlin et la fin, le piège sans retour. Quand les troupes soviétiques commencèrent à encercler la capitale allemande, la ville n'offrait plus aucune issue. Les ordres qui arrivaient des niveaux les plus hauts insistaient pour résister à tout prix, même si l'ennemi traversait déjà les parcs, les tunnels du métro, les canaux et les rues des banlieues. Dans cet environnement, furent mobilisés des adolescents qui atteignaient à peine les 15 ans et des personnes âgées sorties des archives, des usines et des bureaux, tandis que des officiers sans avenir parcouraient les quartiers pour distribuer des armes avec l'instruction de rester fermes jusqu'à la limite. Bien que l'avance de l'armée rouge fût ininterrompue et que le désordre régnât même dans les commandements supérieurs, des décrets continuaient d'apparaître, signés au nom du Führer, qui exigeaient de maintenir chaque pâté de maison, chaque carrefour et chaque immeuble. Les soldats improvisés creusaient des tranchées au milieu des avenues et se cachaient derrière des colonnes effondrées ou des wagons abandonnés, tandis que les bombardements ne donnaient aucun répit et que les chars ennemis s'approchèrent sans pause. Juste alors, ceux qui obéissaient encore aux ordres se trouvaient entourés par une population qui ne comprenait plus le but de continuer à lutter, mais qui n'avait pas non plus d'alternative réelle. Pendant que cela se produisait en surface, des milliers de personnes se réfugiaient sous terre, où l'air manquait et la peur se multipliait à chaque explosion. Les stations de métro se transformèrent en champs d'attente silencieux,
avec des familles entières allongées près des colonnes de fer, des personnes âgées assises sur des escaliers mécaniques arrêtés, et des enfants qui pleuraient sans comprendre ce qui se passait. C'est là que s'installèrent aussi quelques blessés, amenés sur des civières improvisées, sans médicaments ni docteurs, soignés uniquement par des volontaires qui ne savaient pas si en sortant, ils trouveraient la ville encore debout. En surface, la lutte ne faisait pas la distinction entre les unités organisées et les groupes isolés, où des jeunes avec des brassards et des fusils d'entraînement affrontaient des soldats soviétiques expérimentés qui n'offraient plus aucune pitié. Chaque quartier fut le théâtre de fusillades, d'embuscades, d'incendies et d'effondrements. Certains immeubles brûlaient pendant des jours, et les colonnes de fumée obscurcissaient le ciel de façon constante. Parmi les décombres, des drapeaux avec la croix gammée étaient encore hissés, bien que leur présence n'intimidât plus personne. Les officiers qui restaient encore transmettaient des communiqués promettant des renforts qui n'arrivèrent jamais et brandissaient des cartes qui ne correspondèrent plus à la réalité des rues. Dans ce scénario, les divisions régulières furent remplacées par des regroupements sans hiérarchie fixe, où tous savaient qu'il ne restait que des heures. Le centre de commandement souterrain continuait d'envoyer des messages qui exigeaient de maintenir la discipline, mais en dehors de ces murs, la guerre ne répondait plus à aucune structure formelle. En plusieurs points de la ville se formèrent des colonnes d'enfants et d'adolescents qui marchaient avec des uniformes trop grands, certains avec des casques d'autres conflits, d'autres avec de simples brassards peints à la main. Ils reçurent des instructions de base et des munitions limitées, mais on leur confia la tâche de protéger des rues par lesquelles avançaient des blindés ennemis. Beaucoup n'eurent pas le temps de tirer une seule fois avant d'être atteints par les premiers projectiles, et ceux qui survivaient revenaient sans direction ni réconfort. Malgré cela, les autorités locales insistaient pour que chaque jeune donne sa vie pour la capitale, et l'on célébrait des réunions improvisées où des slogans éculés étaient répétés tandis que le bruit des explosions se rapprochait. Dans les écoles fermées, où l'on donnait autrefois des cours de géographie ou de biologie, s'accumulaient désormais des armes sans étiquette, des sacs à dos avec des bandages sales et des panneaux avec des instructions de combat au corps à corps. Les cuisines des cantines scolaires servaient à préparer des aliments avec des ingrédients rationnés, et les couloirs servaient de refuges improvisés, où l'on tentait de maintenir une certaine normalité au milieu de l'irréversible. Au fil des jours, les quartiers se retrouvaient sans électricité, sans eau courante et sans aliments frais. Les autorités ordonnèrent de détruire des ponts, de fermer des tunnels et de bloquer des accès, dans l'idée de freiner l'avance ennemie, même si dans la pratique cela empêchait aussi les propres citoyens de s'échapper. Les sirènes continuaient de sonner à des intervalles de plus en plus courts, et les nuits se remplissaient de cris, de tirs et d'immeubles qui s'effondraient les uns après les autres. Durant les derniers jours d'avril, la ville était déjà divisée en fragments sans connexion entre eux. Dans chacun d'eux, de petits groupes armés résistaient comme ils le pouvaient, sans savoir ce qui se passait dans le reste de la carte. Certains combattants croyaient que le Führer avait abandonné la ville, d'autres qu'il était toujours dans son bunker à donner des ordres, bien que plus personne ne pût rien confirmer. Des tracts étaient distribués où l'on parlait d'une contre-offensive qui ne se concrétisait jamais, et les radios répétaient des discours enregistrés qui parlaient de sacrifices, tandis que dehors tout s'écroulait. Les cadavres s'accumulaient dans les coins et personne ne pouvait les enterrer. Les camions ne circulèrent plus et les ambulances s'étaient atteintes par des projectiles avant d'arriver à destination. Les églises, les théâtres et les hôtels de luxe se transformèrent en forteresses, tranchées ou simples ruines. Au milieu de cet effondrement, toute tentative de coordonner une retraite restait en suspens, sans canaux de communication ni hiérarchies opérationnelles. Quelques commandements locaux cherchaient des issues par leurs propres moyens, mais manquaient d'informations et de soutien logistique. Juste alors, les troupes soviétiques traversèrent les principaux ponts du centre et encerclèrent le cœur administratif où les derniers commandants croyaient encore qu'ils pouvaient freiner l'inévitable. Le bunker principal, caché sous terre, fonctionnait comme un refuge sans connexion avec la réalité, où l'on rédigeait des bulletins de guerre que plus personne ne lisait. L'on continuait d'attribuer des décorations et de signer des nominations, alors qu'à l'extérieur, il ne restait aucune structure militaire fonctionnelle. Dans ce même environnement, certains hauts commandements ordonnèrent des sorties suicidaires par des tunnels étroits ou des routes détruites, dans l'idée de traverser l'encerclement ennemi et d'atteindre des régions où il y avait encore des troupes alliées. Très peu y parvinrent.
La majorité fut capturée ou abattue avant de franchir le premier périmètre. En même temps, à l'intérieur du bunker, les derniers défenseurs discutaient de routes d'évasion, tandis que les détonations se faisaient entendre de plus en plus près. En d'autres points de la ville, de petits groupes de civils cherchaient des drapeaux blancs et s'approchaient des unités soviétiques dans l'espoir de se sauver, bien que souvent ils fussent reçus avec méfiance ou directement ignorés. Les hôpitaux continuaient de fonctionner avec des restes de personnel, mais sans médicaments ni énergie. Les salles étaient pleines de blessés graves qui ne pouvaient pas être évacués. Certains médecins utilisaient des lampes à huile pour opérer et déplaçaient des patients entre les décombres, tandis que dehors les tirs ne s'arrêtèrent pas. Les ordres continuaient d'arriver par radio, souvent sans destinataire, et les appareils continuaient de transmettre des instructions pour des unités qui n'existèrent plus. Quand finalement les troupes soviétiques occupèrent le centre de la ville, elles le firent au milieu de ruines fumantes, de corps éparpillés et de murs pleins de slogans qui ne signifiaient plus rien. Ainsi se termina l'encerclement de Berlin, sans défilé, sans annonce claire et sans retour. Blessures, suicides et traumatismes. L'autre côté des 90%. À partir de 1943, des milliers de soldats allemands commencèrent à revenir du front avec le regard perdu et le corps détruit. Certains arrivaient sur des civières, couverts de bandages. D'autres, assis en silence, portaient des cicatrices invisibles. Dans les trains qui arrivèrent de l'Est, beaucoup de ceux qui descendaient ne pouvaient pas expliquer ce qu'ils avaient vécu, tandis que d'autres parvenaient à peine à se tenir debout. Dans des gares comme celle de Prusse-Orientale ou de Saxe, les wagons déchargeaient de jeunes hommes sans jambes, des hommes avec les yeux bandés ou le visage couvert de gaz qui masquaient à peine la chair déchirée. À mesure que se multipliaient les combats sans répit et que les bombardements rasaient des villes entières, les hôpitaux de campagne étaient débordés, et ceux qui survivaient restaient marqués à jamais. Dans des endroits comme Königsberg ou Breslau, les salles d'opération improvisées ne s'arrêtèrent pas. Les amputations étaient rapides, sans anesthésie suffisante, avec des chirurgiens qui travaillaient au milieu des cris, des flaques de sang et des corps tremblants de douleur. Dans ces mêmes couloirs, certains hommes murmuraient des noms de camarades qui n'avaient pas réussi à revenir, tandis que d'autres étaient incapables d'articuler un mot et se couvraient seulement la tête avec les mains. Pendant ce temps, dans les unités qui résistaient encore sur les fronts les plus éprouvés, commencèrent à surgir des histoires de soldats qui s'éloignaient sans permission et ne revenaient pas. Dans certains régiments, ces actes étaient punis immédiatement. Les officiers ne donnèrent pas d'explication. Un petit peloton était réuni, un trou était creusé, et peu de temps après le déserteur était enterré sans cérémonie. En Ukraine, dans les forêts du Nord, ou dans les ruines de villes réduites à l'état de décombres, des scènes de ce type se répétèrent sans que personne ne proteste. La peur d'être accusé de lâcheté maintenait beaucoup d'hommes à leur poste, même lorsqu'il n'y avait plus d'espoir de victoire. En certains points du front, les commandements reçurent des ordres clairs, ne tolérer ni doute ni fuite, même si cela signifiait tirer sur les siens. Ainsi, la punition pour avoir abandonné la ligne n'était pas une exception, mais une pratique assumée et répétée, sans égard pour l'âge ou l'état de la personne impliquée. Dans cette même période, des rapports préoccupants commencèrent à arriver au bureau du haut commandement. Un nombre croissant de pertes ne correspondait ni à des combats directs, ni à des blessures visibles. Il y avait des hommes trouvés seuls dans des tentes vides ou derrière des lignes abandonnées. Ils ne montraient aucun signe d'affrontement récent, mais étaient morts. À plusieurs occasions, la cause était une grenade mal manipulée ou un tir apparemment accidentel. Cependant, les responsables de la rédaction des rapports savaient que beaucoup de ces morts ne répondaient ni au hasard ni à l'ennemi. Dans les journaux de guerre, les officiers notaient des phrases ambiguës comme « est tombé par épuisement extrême » ou « n'a pas supporté la pression des combats ». En réalité, il s'agissait de soldats qui, voyant que tout était perdu, prenaient une décision sans retour en arrière. Ils le faisaient en silence, éloignés des autres, parfois après avoir écrit une note brève, d'autres fois sans laisser d'explication. Certains s'enveloppaient dans leur couverture, s'asseyaient près d'une tranchée vide et pressaient la gâchette en tirant vers eux-mêmes. Les chiffres réels ne furent jamais publiés. Personne n'en parlait à voix haute. Dans les centres de récupération situés près des Alpes ou à la périphérie de Berlin, les médecins soignaient des hommes qui ne dormaient pas, qui se réveillaient en criant ou qui ne supportèrent pas le bruit d'une porte qui se fermait. Ces soldats n'étaient plus utiles pour le front,
mais ne pouvaient pas non plus rentrer chez eux. Beaucoup étaient confinés dans des salles fermées, avec des fenêtres renforcées, sous surveillance constante. Dans certains cas, ils tentaient de s'échapper, dans d'autres, ils refusaient de manger ou passaient des heures à fixer le mur. Les responsables de ces centres savaient que la situation empirait, mais recevèrent des ordres de maintenir tout sous discrétion. Le système ne permettait pas de montrer de la faiblesse, et encore moins de reconnaître que des milliers de leurs propres hommes étaient détruits de l'intérieur. Dans la ligne droite finale de la guerre, quand le chaos dominait les rues des villes occupées et que l'ennemi avançait sans frein, les unités les plus décimées commencèrent à perdre le contrôle. Se mélangeaient des soldats professionnels, des adolescents recrutés de force et des officiers sans expérience qui ne savaient plus à qui obéir. Dans cet environnement, les cas de désertion augmentèrent, mais les exécutions rapides et les punitions exemplaires augmentèrent également. Souvent, les mêmes qui pouvaient à peine soutenir un fusil étaient obligés de participer au peloton qui exécutait ces sentences. La peur de subir le même destin assurait le silence. Même à Berlin, dans les derniers jours, cette logique fut maintenue. Tandis que les tirs retentissaient à chaque coin de rue, des corps continuaient d'apparaître dans des cours intérieures, des escaliers sombres ou des tunnels souterrains. Personne ne demandait après eux. Tous savaient qu'il y avait plus de façons de mourir qu'au combat. Les femmes chargées de s'occuper des blessés, tant dans les hôpitaux improvisés que dans les trains sanitaires, commencèrent également à noter des changements. Certains soldats refusaient de recevoir des soins, rejetaient le bandage ou cassaient les flacons de médicaments. Parfois, ils cachaient les munitions qu'il leur restait. D'autres fois, ils disparaissaient pendant la nuit sans laisser de traces. Les infirmières notaient des conduites étranges, mais ne savaient à qui les rapporter. Le commandement médical se limitait à signaler qu'il s'agissait de cas psychiatriques sans détailler davantage. En réalité, c'étaient des hommes complètement vaincus par la peur, la douleur ou la culpabilité, qui ne distinguaient plus entre le jour et la nuit. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas été blessés physiquement, mais ne pouvaient pas rentrer chez eux. Ils avaient trop vu, perdu tous ceux qu'ils connaissaient, et maintenant marchaient comme des ombres sans but. Il y eut aussi des cas où les commandements subalternes décidèrent d'agir de leur propre chef. Dans certaines divisions, surtout celles qui étaient isolées, les capitaines les plus durs ordonnèrent d'exécuter quiconque montrerait des signes de faiblesse. Il suffisait que quelqu'un dise qu'il ne voulait pas continuer ou qu'il mentionne sa famille pour être accusé de désertion. Dans les forêts de Hongrie, dans les champs gelés de Poméranie et dans les dernières positions de l'Oder, ces décisions se répétèrent. Les pelotons chargés de les exécuter suivaient les ordres sans douter. Ils tiraient, couvrirent le corps de terre et retournaient à leur poste. Ensuite, le commandement notait dans le rapport que le soldat est tombé pendant une retraite. Ainsi, le contrôle était maintenu, même si c'était sur des cadavres. Parallèlement, les demandes de transfert vers des unités médicales augmentèrent, mais la majorité était rejetée. La priorité était donnée aux blessés graves, et ceux qui sollicitaient une attention psychologique étaient vus avec méfiance. On en vint à dire que certains le faisaient pour éviter de combattre, ce qui ne faisait qu'aggraver leur situation. Ainsi, beaucoup restèrent à leur position jusqu'à ce qu'ils s'effondrent. Certains furent trouvés immobiles, ne répondant pas aux stimuli, avec le regard vide. D'autres furent internés sur ordre de leurs supérieurs, qui ne savaient pas quoi faire d'eux. Ils n'étaient plus des soldats, mais pas non plus des civils. Ils devinrent des corps présents, mais absents, qui ne pouvaient être utiles même pour des tâches mineures. Quand la guerre arriva à sa fin, beaucoup de ceux qui survécurent ne rentrèrent pas dans leur village. Ils se perdirent dans des villes détruites, dans des hôpitaux sans registre, ou furent enterrés comme inconnus. Les familles ne reçurent jamais de réponse claire. Certains reçurent des lettres avec des phrases neutres, disant que leur fils ou époux était tombé dans l'exercice de ses fonctions. En réalité, beaucoup avaient disparu dans des tranchées abandonnées, dans des immeubles effondrés ou dans des salles silencieuses où plus personne ne demandait après eux. Ils furent les victimes invisibles d'un système qui les mena à la limite et ne laissa pas d'espace pour le retour. Ce groupe, qui ne mourut ni par des balles ennemies, ni par des bombardements, finit par faire partie du même nombre. Ils furent comptés parmi les tombés, mais leur histoire resta hors des rapports officiels. Jamais on ne leur rendit hommage. Personne ne lut leur nom à voix haute, ni ne plaça des fleurs sur leur tombe. Ce furent des hommes qui, ne voyant aucune issue, en choisirent une qui n'était pas écrite dans les règlements.